un balado à découvrir. Je m'appelle Olivier Bernard. Depuis que j'ai abordé la maladie de Lyme il y a quelques années dans mon émission de télé, plusieurs malades me disent que j'avais tort. Est-ce que ça se pourrait que j'ai manqué quelque chose? Dérive, à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 18 juin. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être des nôtres en ce début de journée. Une journée qui s'annonce chaude, collante dans bien des régions. Véronique Néran sera avec nous pour les prévisions de la météo. Dans quelques minutes, on va revenir ensemble dans la revue de presse avec Marie-Jeanne Dubreuil sur ces tensions entre Israël et l'Iran, notamment parce que ça retient l'attention un peu partout dans le monde et qu'il y a eu au cours des dernières heures d'autres bombardements, des échanges de tirs de missiles entre les deux pays. Le président américain Donald Trump qui a appelé à la capitulation immédiate. Réponse des Iraniens, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On sent qu'il y a une tension de plus en plus vive. Est-ce que les Américains vont intervenir en Iran? Tout ça est appelé à bouger encore au cours des dernières heures. Donc, cette situation-là, on continue de la suivre de près. Vous savez que le G7 se termine. C'est terminé hier. Pas de communiqué conjoint. On s'y attendait. Ça avait déjà été dit d'avance. On va revenir sur le bilan de ce sommet du G7 qui s'est déroulé en partie sans Donald Trump qui a quitté justement en raison du conflit opposant Israël et l'Iran. Sinon, les recherches pour retrouver cette petite Claire Bell, vous savez, dans la région de Montréal, se poursuivent. Toujours pas de développement majeur. Les plus récents développements remontent à hier matin alors que la mère a été accusée d'abandon d'enfants. Des dizaines, voire une centaine de policiers qui sont déployés sur le terrain. Évidemment, avec la tombée du jour, ça rend la tâche plus compliquée, mais les recherches vont se poursuivre encore aujourd'hui. Sinon, Vincent Maisonneuve est en studio à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. On va se parler ensemble de la Société de l'assurance automobile du Québec, SACLIC, la commission Galland qui enquête évidemment sur ce fiasco du virage numérique de la Société d'État, de la Société de l'assurance automobile du Québec. Encore une fois, des témoignages assez percutants hier. Oui, encore une fois, une vérificatrice qui vient expliquer que l'actuel PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec, Éric Ducharme, semblait vraiment pas intéressé par les conclusions du travail fait par les équipes de vérification interne. Il semblait plus s'intéresser à ce que ces documents-là ne soient pas présentés, ne soient pas mis en lumière. Et bref, ça a eu un impact important au sein des équipes. Je vous en parle un peu plus tard. Parfait. Et on sait que récemment, au cours de la semaine dernière ou l'autre d'avant de mémoire, Geneviève Guilbeault avait refusé de donner sa confiance, réitérer sa confiance envers l'actuel PDG de la SAAQ, qui a demandé lui aussi à témoigner plus rapidement que prévu parce que là, il est écorché. Le commissaire Galland a dit non, il va témoigner quand ce sera le temps pour lui de témoigner. Alors, on va revenir sur ce qui a été dit hier dans les prochaines minutes. Le temps de parler météo avec Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Je le disais, c'est déjà collant. On sent que ça va être une journée lourde. Exactement. On a une première vague d'humidité considérable, là, disons-le. Ça augmente d'un cran comparativement à hier, aujourd'hui. Demain, ce sera encore très lourd. On aura un répit vendredi, samedi. Puis, ça va se reconstruire tranquillement au cours du week-end. Là, à partir de dimanche jusqu'en milieu de semaine prochaine, une autre vague de chaleur assez intense et cette fois, les humidex avoisineront le 40 et même un peu plus là, dans le sud du Québec. Donc, préparez-vous, c'est du chaud et ça demeurera comme ça pour un petit bout de temps. Donc, aujourd'hui, c'est du 28-30 degrés, indice humidex 36-37. Donc, c'est collant. Le temps est instable. Donc, les nuages sont là. Il y a des éclaircies, un petit vent sud-ouest. La probabilité d'averse ce matin, c'est 30 %. Ça vaut pour Montréal, l'Estrie, les Laurentides, la Naudière, Québec et l'Outaouais. Par la suite, en après-midi, il y a quelques averses, quelques orages qui peuvent se reconstruire dans le scénario. Mais tout ça entrecoupé d'éclaircies. Donc, on maintient cette probabilité-là jusqu'au coucher du soleil. Les températures la nuit prochaine ne redescendront pas beaucoup. 22 à Montréal, 18-21, secteur montagneux, ça reste très humide. Et jeudi, là, ce sera plutôt nuageux. On a un autre front qui va passer. Donc, très venteux du sud-ouest le matin et les vents vont tourner au nord-ouest en après-midi.
après-midi, ce qui fait qu'on sentira un petit peu l'air s'assécher là, vendredi. Mais d'ici là, jeudi, on sera encore avec des températures de 27-28 degrés, un indice humidex à 35 et on aura des précipitations là, un peu mieux organisées jeudi, fin de matinée, début d'après-midi. Ce front-là est un petit peu plus, si on veut, bien construit. Vendredi, ciel variable, averse qui s'accroche le matin pour l'Estrie et Québec en journée, 22-24 degrés, des vents d'ouest. Donc, l'humidité là, qui prendra une petite pause. L'instabilité également du côté de l'Abitibi aujourd'hui, mais probabilité d'averse 30 %. La pluie, ce sera un petit peu plus cette nuit et demain, avec du temps plus frais en attendant 25 pour les gens de l'Abitibi. L'air est humide également. Dans tout l'est du Québec, on a des indices humidex là, au-delà de la barre, près de la barre des 30, des températures de 25, 23 degrés, 18 sur la côte nord. Plutôt nuageux, probabilité d'averse, risque d'orage 40 %. Les vents sont du sud-ouest. En territoire ontarien, c'est l'instabilité, la chaleur et l'humidité qui dominent aussi. C'est du 26 à 30 sur l'ensemble du territoire. Des conditions plutôt nuageuses avec quelques éclaircies. La probabilité d'averse, le risque d'orage, il est présent dans le sud, surtout cet après-midi. Dans l'ouest, on maintient des conditions de ciel variable dans l'ensemble des prairies avec une probabilité d'averse et un risque d'orage plus significatif pour l'Alberta aujourd'hui. Ailleurs, c'est du 30 %. 23, 26 degrés, sauf que les températures sont en baisse dans l'ouest. On aura du temps plus frais pour terminer la semaine. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. The rain's going to continue. And now they're knocking on Dynasty's doorstep. The Florida Panthers back-to-back. Alors, les Panthers de la Floride sont les champions de la Coupe Stanley. Ont réussi à mettre la main sur le trophée devant leurs partisans en Floride hier. Donc non, Olivier, la Coupe ne reviendra pas cette année au Canada. On devrait attendre une 33e année avant de la voir revenir au Canada, cette Coupe Stanley, dans un match numéro 6 qui a été dominé par les Panthers de la Floride. Une victoire de 5-1 des Panthers qui sont donc champions de la Coupe Stanley pour une deuxième année consécutive. Ils ont défendu leur titre cette année contre les mêmes finalistes, les mêmes Oilers d'Edmonton, dans un match qui a été marqué par Sam Reinhart, qui a marqué 4 buts hier, 2 dans un filet désert, mais quand même 4 buts dans cette victoire de 5-1. Et comme ça, les Panthers ont défendu leur titre. C'est Sam Bennett avec 15 buts en séries éliminatoires, dont 13 sur les patinoires adverses, qui s'est vu décerner le trophée Conn Smythe, qui est remis donc aux joueurs par excellence des séries éliminatoires. Un titre mérité. Et dans cette conquête de la Coupe Stanley, on a beaucoup parlé des joueurs de soutien. Il y a Brad Marchand, entre autres, qui aurait pu être considéré aussi pour le trophée Conn Smythe. Plusieurs joueurs au sein de cet alignement, d'ailleurs, ont eu un impact au cours de ces séries éliminatoires et c'est probablement ce qui leur a permis de connaître autant de succès et de pouvoir défendre justement ce titre. C'est la première fois depuis le Lightning de Tampa Bay en 2020-2021 qu'une équipe répète l'exploit 2 années consécutives. Et là, vous l'avez entendu dans l'extrait, plusieurs analystes commencent à parler d'une dynastie du côté des Panthers de la Floride parce que c'est vrai que l'équipe semble construite pour faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires. Et là, il y a beaucoup de questions à savoir quel visage aura cette équipe l'année prochaine. Tout le monde veut rester, tout le monde a louangé l'équipe, tout le monde veut y rester. Mais vraiment, c'est une très, très belle histoire hier en Floride avec cette victoire des Panthers. Je vous invite à écouter d'ailleurs les commentaires de A.J. Greer, le seul Québécois présent dans cette finale de la Coupe Stanley qui peut enfin savourer un premier titre. On l'écoute. Je peux pas décrire le feeling que j'ai en ce moment. Je suis au sommet de plaisir. C'est incroyable. Ça fait partie de la vie. Tu vas à travers des choses difficiles. Faut toujours que tu aies l'espoir, faut toujours que tu travailles fort à te rétablir, surtout au hockey. Les choses se passent vite. Je suis un champion de la Coupe Stanley en ce moment. Wow, quand même. Ça doit être quelque chose quand on le réalise. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire, ça. Non, c'était tout un combat, tout un parcours pour se rendre à gagner la Coupe Stanley, franchement. Exact. Alors, bravo Panthers de la Floride, et puis on remet peut-être ça l'an prochain pour la Coupe au Canada. On verra. En tout cas, le Canada s'est payé, lui, tout un buffet offensif pour son début en Gold Cup. Ça a été tout un festin. 6-0, victoire du Canada face au Honduras hier. Il y a Tejan Buchanan qui a marqué 2 buts. À saveur québécoise, il y a Nathan Saliba qui a marqué son tout premier but en équipe nationale hier, le dernier de la soirée, le 6e pour cette première victoire face au Honduras. Prochaine rencontre, ce sera samedi contre Curaçao. Le Canada est 30e au classement de la FIFA, Curaçao 90e. Donc, il y aura un coup à jouer là aussi pour le Canada qui refuse l'étiquette de favori.
mais qui a quand même de belles chances dans ce tournoi de la Gold Cup. Et on me glisse à l'oreille qu'il faut quand même préciser que la Gold Cup, c'est au soccer. Oui, c'est au soccer. Effectivement, bonne championnat de la observation. CONCACAF, effectivement. Oui, c'est ça. Puis, si je peux me permettre, en terminant, on parlait de la finale de la LNH. Ce soir, match numéro 6 aussi dans la finale de la NBA. Le Thunder d'Oklahoma City, allé devant 3-2, pourrait aussi conclure la saison ce soir avec une victoire face aux Pacers. Merci, Olivier. Au revoir. Bonne journée. Ça fait 2 journées de suite que le président de la Société de l'assurance automobile du Québec fait l'objet de critiques à la Commission Galland sur cette transition numérique à la Société d'État. Le PDG Éric Ducharme qui ne semblait pas vouloir, Vincent, entendre trop parler des problèmes de sa clique, en tout cas selon les témoignages entendus hier et avant-hier. Oui, des témoignages de vérificatrices internes, alors qu'on parle quand même de problèmes qui, en apparence, vu de l'extérieur, semblent assez majeurs. Là, je vous donne un exemple d'un contrat, un seul contrat. 11 000 heures de travail accomplies par un expert senior, donc on imagine un taux horaire assez élevé, alors que l'appel d'offres prévoyait à peine plus de 900 heures. On parle quand même d'une augmentation de 1214 %. C'est énorme. La société ne décernait pas non plus les pénalités pour les fournisseurs délinquants. Donc, je ne ferai pas le tour, mais il y avait des problèmes, il y en avait, et les équipes de vérification interne les avaient identifiés, ces problèmes-là. Mais le PDG, dans le fond, selon la version des témoins, aurait fait la sourde oreille quand on lui a présenté l'ensemble de ces problèmes-là. Et c'est ce qu'on comprend des 2 derniers témoignages entendus devant la commission. Lundi, la vérificatrice Marilyn Lalonde a raconté d'une façon assez imagée comment elle se sentait lorsqu'il est venu le temps d'expliquer au PDG de la SAAC, Éric Ducharme, les problèmes de gestion de la transformation numérique. Pour moi, là, j'avais l'impression que c'était l'équivalent de me faire cracher dessus, de dire « j'en veux pas de votre travail ». S'il avait pu se lever, je pense, puis s'en aller, il l'aurait fait. Il était vraiment mal à l'aise. Puis nous, on disait qu'on travaillait pour lui, qu'on était là pour l'aider. Mais là, c'était notre dernier cri du cœur. Et ce n'est pas le seul cri du cœur qu'aurait entendu le PDG de la SAAC. Hier, une autre vérificatrice, Nadia Brière, est venue à son tour expliquer qu'elle a tenté d'informer le PDG des problèmes de gestion, des problèmes importants. Encore là, le PDG Éric Ducharme ne voulait rien entendre selon elle. Cette rencontre-là, M. Ducharme a les 2 bras croisés, là, réellement, là, et il est fermé. Là. Il ne veut pas vraiment discuter de nos dossiers, il ne veut même pas du tout. Quand on est sorti de cette rencontre-là, ça a été vraiment le coup final qui a fait en sorte qu'une bonne partie de mon équipe sont partis. On comprend donc qu'à la suite de tout ça, il y en a plusieurs qui ont décidé carrément de démissionner, de quitter leur emploi. Voilà. Même Nadia Brière, que l'on vient d'entendre, a bien failli quitter le navire. Elle a choisi de rester parce qu'elle travaillait depuis des années sur ce dossier-là et qu'elle trouvait inconcevable de partir comme ça après autant de travail. Et son témoignage permet aussi de réaliser, de prendre conscience à quel point ce cafouillage, le fiasco, sa clique, a démoralisé les gens qui travaillaient à la SAAC. La vérificatrice a d'ailleurs été très émotive à la fin de son témoignage devant le juge Galland. On écoute Nadia Brière. C'est pas vrai que tous les gens de notre organisation sont des incompétents ou des menteurs. Je crois pas que tout le monde ait été silencieux. On comprend à quel point ça vient affecter les gens, effectivement, qui ont travaillé là-dessus. On comprend les gens qui ont essayé de se faire entendre, de faire bouger les choses sans succès. Évidemment, là, monsieur Ducharme, le PDG de la SAAC, est au cœur un peu de la tourmente avec ces témoignages-là. Lui aurait bien voulu être entendu dès maintenant devant la commission. Oui, c'est une requête déposée par les avocats de la SAAC lundi, après le témoignage de Marilyn Lalonde. Le juge Galland a dit « on va entendre le témoignage du PDG, mais pas maintenant ». On peut comprendre que le témoignage de Mme Lalonde ait pu soulever des doutes aux yeux du public quant à certains aspects de la gestion interne de la SAAC et que celle-ci soit froissée. J'aurais éventuellement tranché, après avoir entendu l'ensemble de la preuve, si ces allégations sont fondées ou non. Si pour chaque dénonciation ou allégation potentiellement nuisible, la commission devait entendre sur le champ le point de vue opposé, les journées d'audience seraient constamment bousculées. On avait vu un peu la même chose dans le cadre de la commission Charbonneau. Donc, chacun son tour quand leur tour viendra. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée.
Marie-Jeanne Dubreuil est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors les réactions sont mitigées ce matin dans les différents quotidiens à la suite de ce sommet du G7 en Alberta. Oui, la Presse Plus nous parle d'une rencontre en dents de scie. Le Devoir parle d'un G7 de guerre et de réconciliation. On sent vraiment qu'on est aux deux extrêmes. Le Journal de Montréal nous parle des chefs qui ont marché sur des œufs et on sent ces frictions-là, même à l'international, je vous dirais, Mathieu, avec le Journal Le Monde qui parle de points de friction qui se multiplient entre le président américain et ses partenaires du groupe des 7. Chose certaine, malgré tout, il y a eu des déclarations, des choses à retenir, notamment cette rencontre qui s'est terminée avec une aide additionnelle pour l'Ukraine, qui s'est d'ailleurs fait bombarder dans les dernières heures. Mais aide additionnelle sans l'accord des États-Unis et lors de laquelle, et rencontre du G7 aussi, lors de laquelle le premier ministre Mark Carney a parlé de cet échéancier de 30 jours pour arriver à une entente commerciale avec les États-Unis, mais qui est resté flou là, quand même, nous rappelle le National Post, de pourquoi on parle de 30 jours. Si vous êtes du genre visuel, la BBC offre un graphique de ce que chaque dirigeant du G7 a apporté sur la table dans les discussions des derniers jours. Très intéressant. Et hier, je vous parlais de l'Afrique qui passait sous le radar. Le Devoir rappelle ce matin qu'il y a également très peu été question d'environnement, et ce, même si l'Alberta, là, où se trouvait le G7, est encore en proie aux feux de forêt qui sont assez violents cette année. Et pendant ce temps, vous l'avez mentionné, les médias parlent aussi de l'intervention de Donald Trump dans le conflit israélo-iranien. Lui qui a carrément demandé aux Iraniens de capituler, ce qui, selon le Globe and Mail, laisse croire que les États-Unis pourraient prendre part au conflit rapidement. Le New York Times, de son côté, fait une analyse de pourquoi est-ce que la Russie, dans ce cas-ci, ne soutient pas l'Iran comme elle l'a fait dans d'autres conflits passés. Et le Washington Post, Reuters également, parle des pays du Golfe qui s'activent pour éviter une déflagration régionale, notamment l'Arabie saoudite, qui tente de tirer les ficelles pour éviter que le conflit déborde sur son territoire. Maintenant, le projet de loi 5, ça c'est le projet à Ottawa qui vise à accélérer les projets dits d'intérêt national. Ça retient encore l'attention ce matin. Oui, pour ça, il faut sortir un peu des unes, mais c'est vraiment partout. Là. On en parle notamment dans les médias anglophones, ce projet de loi controversé qui permettrait d'accélérer la mise en place de grands projets d'infrastructure au pays, mais qui sera adopté rapidement aussi. Ça soulève beaucoup de critiques, notamment de groupes autochtones qui craignent qu'on passe outre leurs droits ancestraux en éliminant certaines consultations auprès d'eux et traite ce projet de loi de Trumpien dans le Toronto Star ce matin. La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, Rebecca Chartrand, de son côté, dans le Globe and Mail, tente de les rassurer en affirmant que même avec l'accélération de projets, les Autochtones seraient consultés. Et le ministre Dominique Leblanc qui affirme dans le Globe and Mail également que ce projet de loi pourrait aider même les relations canadiennes avec les États-Unis. Et les recherches pour retrouver cette fillette de 3 ans portée disparue depuis dimanche, les recherches se poursuivent effectivement et ça secoue bien évidemment les résidents, bien des gens qui suivent ces recherches-là avec attention. Oui, voilà, le Devoir qui s'est rendu sur le terrain pour rencontrer des résidents de Vaudreuil-Soulanges, là, ce secteur-là, les citoyens qui veulent aider, qui se rendent au poste de police pour dire « j'aimerais participer au battu », mais les autorités qui rappellent en ce moment, on cherche des indices, il faut seulement des bénévoles qui sont accrédités, qui sont formés pour ce type de battu et évidemment la police qui poursuit ses recherches. On parle également dans la Presse Plus de ces féminicides, des morts annoncées qui reviennent sur la table, notamment avec cette mort d'une femme de 32 ans, également dans la même région de la Montérégie-Ouest, là, à la suite de ce qui semble être un féminicide. C'est du côté de la Presse Plus. Et sur une note plus lumineuse, Presse Plus nous parle d'un projet d'acheter des condos financés par des dons privés pour y installer des sans-abri en transition en leur fournissant du soutien. Ce serait une nouvelle solution, là, justement, à la crise du logement et l'itinérance. Allez, ça dans la presse, donc. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Alors, fin du G7 à Kananaskis, les dirigeants ne sont pas parvenus à s'entendre sur la question de l'Ukraine. Le premier ministre Mark Carney a réussi à obtenir certains consensus, comme dans le domaine de l'intelligence artificielle, une charte sur les feux de forêt également, mais pas sur l'Ukraine. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, pas de déclaration conjointe, effectivement. Pardon, ça va revenir ma voix là, sur l'Ukraine. Oui, effectivement. Donc, il n'y a pas eu de déclaration conjointe des dirigeants du G7. Cette déclaration conjointe, Mathieu, ne fait pas mention du conflit qui fait rage à l'heure actuelle en Ukraine, alors que le président Volodymyr Zelensky, était hier à Kananaskis
pour plaider sa cause face à la Russie, pour avoir davantage d'aide militaire des pays du G7. Et en point de presse, hier soir, le premier ministre Mark Carney a tenté vraiment, Mathieu, de minimiser l'absence d'une déclaration conjointe là, sur l'Ukraine en disant qu'il était plus important, selon lui, à l'heure actuelle, d'avoir une déclaration commune du G7 sur les événements au Moyen-Orient, là, sur ce qui se passe, cette flambée de violence entre l'Iran et Israël. On l'écoute. C'était dans un sens plus important d'avoir une déclaration du G7 en ce qui concerne la situation iranienne. Et selon une source haut placée à Ottawa, une source qui a parlé à mes collègues à la colline parlementaire, c'est à cause des Américains, là, de l'administration Trump, s'il n'y a pas eu de déclaration finale sur l'Ukraine, parce que selon cette source, les États-Unis, qui veulent s'opposer, on le sait, en médiateur entre Kiev et Moscou, voulaient trop diluer la déclaration finale, ce qui aurait entraîné finalement, Mathieu, l'annulation de toute prise de position sur le conflit. Le premier ministre Carney, là, toujours lors du point de presse hier soir, là, qui a d'ailleurs dit, pour tenter de minimiser la situation, qui a d'ailleurs dit que tous les pays membres du G7, y compris les États-Unis, là, étaient favorables à imposer des sanctions là, contre la Russie. Oui, quand on pense que justement le président Trump disait s'ennuyer de la présence de la Russie et du G8, on comprend que c'était peut-être un sujet délicat. Par contre, le Canada a annoncé qu'il allait bonifier son appui à l'Ukraine. Oui, le gouvernement canadien qui a annoncé un nouveau soutien militaire de 2 milliards de dollars à l'Ukraine. Et ça, Mathieu, c'est pour acheter des drones, des munitions, des véhicules blindés ou encore des hélicoptères. Ottawa qui octroie également un prêt de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine pour aider le pays à reconstruire ses infrastructures, aider à reconstruire son système public. De l'argent, il faut le mentionner, qui provient des avoirs russes qui ont été gelés par le gouvernement canadien. Le gouvernement Ottawa, dans le fond, qui ajoute également de nouvelles sanctions contre ceux qui contournent l'embargo militaire contre la Russie. Donc, un G7, oui, mais pas complètement, parce que ce qui va retenir l'attention beaucoup, c'est ce départ précipité de Donald Trump du sommet. Ouais, c'est pour ça que certains experts ont parlé du G6. Oui, Donald Trump qui a quitté le sommet plus rapidement que prévu pour se concentrer, on le sait, sur la crise au Moyen-Orient, sur cette escalade de violence entre l'Iran et Israël. C'est un départ, donc, celui de Donald Trump qui a bousculé l'agenda, qui est venu brouiller les cartes. Mais pour l'ancien ambassadeur canadien Raymond Chrétien, c'est somme toute un sommet qui est un succès pour le premier ministre Carney. Ce sommet est un succès pour le Canada et un succès pour Mark Carney personnellement. Succès pour le Canada. Pourquoi? Je pense que les intérêts durs du Canada ont été abordés. C'est la question des tarifs est la plus urgente. La délégation canadienne a obtenu beaucoup de temps hier avec Trump présent et sa délégation. Donc, je pense que l'entente qui a été négociée d'essayer de parvenir à un nouvel accord d'ici un mois est quand même une avancée importante. Alors, il faudra voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. On va surveiller aujourd'hui, évidemment, la reprise de ces recherches pour retrouver cette fillette de 3 ans en Montérégie, dans la grande région de Montréal. Puis sur la scène internationale, évidemment, la situation entre Israël et l'Iran. Des avions de combat israéliens qui ont bombardé Téhéran, la capitale, durant la nuit de mardi à mercredi, frappant une installation utilisée pour fabriquer des centrifugeuses d'uranium. Il y a un responsable iranien qui a par ailleurs averti que toute intervention des États-Unis dans le conflit risquerait d'entraîner une guerre totale. Donc, ce sera à suivre, entre autres, aujourd'hui. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.